Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous remercie de participer aujourd'hui à ce webinaire sur le thème du patient expert. Ce webinaire s'inscrit dans un cycle de webinaires co-organisés par l'Espace éthique PACA Corse et par la direction qualité, gestion de risque, expérience patient de la PHM. Nous allons aborder aujourd'hui la question du patient expert. Qui est-il et quels sont ses différents rôles, en mettant l'accent sur le rôle dans l'éducation thérapeutique du patient, mais aussi dans la formation initiale et continue des professionnels de santé. Donc, je m'appelle Marion Mathieu, je suis chargée de mission à l'Espace éthique PACA Corse et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec deux personnes, deux patientes expertes. Marie Delaine, qui est avec moi dans cette salle, qui est patiente experte, patiente partenaire sur le thème de la sclérose en plaques en PACA et intervenante dans des programmes d'éducation thérapeutique. Et à distance, Véronique Witkowski, qui est patiente experte et patiente formatrice et qui est aussi secrétaire médicale à la PHM. Donc, je vais leur laisser très rapidement la parole. Mais juste avant ça, en fait, je voulais faire une courte introduction et notamment définir quelques éléments de contexte qui nous semblent importants avant d'aborder le patient expert. On est dans un système de soins qui a été organisé historiquement plutôt pour faire face à des pathologies aiguës plutôt que des pathologies chroniques, notamment des maladies infectieuses, alors qu'on observe en fait une transition depuis le XXe siècle avec un nombre croissant de maladies chroniques. Alors, je vous donne des chiffres qui peuvent varier de l'ordre de autour de 15% en 2008 jusqu'à bientôt 18% selon l'adresse. Et même des chiffres en fait qu'on a retrouvés pour l'assurance maladie, où un peu plus d'un tiers en fait de la population couverte par le régime général aurait recours à des soins liés à une pathologie chronique. Et ce nombre croissant de personnes atteintes de maladies chroniques est lié notamment, mais pas que, en fait, au vieillissement de notre population. Les soins qui sont liés à la pathologie chronique sont réalisés en fait en grande majorité par le patient lui-même ou par des proches aidants. Et cette transition se fait aussi dans un contexte particulier avec un accès, une démocratisation à l'information et notamment l'information médicale et scientifique qui en est explosion depuis quelques années, notamment grâce à l'accès à ces informations via le web. Alors, on ne parle pas de toute la polémique d'arriver à faire la part des choses et de trouver les bonnes informations, mais quand même, en fait, un point important, c'est qu'il y a quand même cet accès qui est de plus en plus facilité à l'information pour toutes les personnes et notamment pour les patients. Cette transition, elle s'opère aussi dans la relation de soins et on voit depuis quelques années un changement de paradigme qui sera réabordé par Marie quand elle parlera de textes de loi importants, notamment la loi du 4 mars 2002, avec la mise en place progressive en fait d'un partenariat, d'une collaboration entre le professionnel de santé et le patient, où on est passé historiquement à une relation de soins plus entre guillemets paternaliste, avec une consultation, une participation de plus en plus forte du patient dans la mise en place des soins le concernant et les soins pour autrui. Et on passe en fait d'une relation de soins avec plutôt un professionnel qui visait à soigner le patient vers une relation de soins plutôt un soin avec le patient. Cette transition, elle s'est opérée dans différents pays, et notamment au Canada, où maintenant, ça fait 15 ans, en fait, la faculté de médecine de l'Université de Montréal a créé le bureau facultaire de l'expertise patient partenaire, et qui, dès le début, dès la création de ce bureau, a été co-dirigé par un patient. Et il y a eu, notamment à l'Université de Montréal, une réflexion qui a été mise en place au fil de l'eau et qui a conduit en 2015 à la publication du modèle de Montréal dans une revue scientifique et qui présentait à la fois les fondements théoriques de la relation de partenariat entre les patients usagers et les professionnels de santé, mais aussi en fait les possibilités en fait de mise en place, comment ces principes peuvent se décliner concrètement à la fois dans les systèmes de santé, dans l'enseignement et la recherche.
je vous ai mis un extrait en fait du tableau où on voit en fait les différents niveaux de participation des patients, à la fois dans la santé, dans le soin, mais aussi dans l'enseignement et dans la recherche. Et au cours du webinaire, on se concentrera surtout sur l'implication des patients dans le soin et dans l'enseignement, avec ce continuum de l'engagement du patient qui va d'une implication la plus simple possible, plus sous la forme d'une information des patients, vers un engagement croissant qui va de la consultation, voire même de la collaboration et du partenariat. Et c'est sur ces aspects-là qu'on insistera plus lors de notre webinaire. Avant de laisser la parole à Marie, on vous avait posé 3 questions en fait en amont de ce webinaire. La première question, pensez-vous savoir précisément ce qu'est un patient expert? Et là, environ la moitié des répondants nous ont répondu oui, alors que l'autre moitié, soit non, pour un tiers des répondants, et un répondant sur 5 a un doute sur ce qu'est le patient expert. Nous vous avons aussi questionné en vous demandant si vous aviez déjà collaboré avec un patient expert, et là, c'est encore plus net. En fait, plus de 3/4 des répondants nous ont répondu non, et un peu moins d'un quart, en fait, a déjà collaboré avec un patient expert. Donc, je vais laisser la main à Marie pour nous préciser, nous décrire ce qu'est le patient expert, et puis après, d'aborder l'implication du patient expert dans l'éducation thérapeutique. Bonjour. Alors, je souhaite vous présenter un petit peu l'origine du patient expert à partir de 2 champs, le culturel et le juridique. D'un point de vue culturel, ce qui me semble vraiment aller aux prémices de cette expression, rappelez qu'il n'existe pas de définition juridique du patient expert, mais que ce concept va s'enraciner dans l'histoire des crises sanitaires, n'est-ce pas? Et pas dans la volonté initiale du législateur en faveur des malades, nulle part. Bon, il est né aux États-Unis, ce concept, avec la création du mouvement des alcooliques anonymes dans les années 30. Ceux-ci ont démontré qu'à partir de leurs propres échanges, leurs propres partages, ils assuraient une réponse thérapeutique efficace. Situation d'échec thérapeutique, psychothérapeutique d'un côté, et eux, réponse thérapeutique efficace à travers leurs échanges. Plus tard, dans les années 50, des associations d'usagers en santé mentale ont contribué aussi à démontrer la pertinence de la péridance. Plus tard encore, dans les années 1990, des associations d'usagers de drogue ont inventé des groupes d'autosupport. Et les moyens qu'ils ont déployés ont permis de démontrer l'importance et ont servi de référence aux mobilisations des personnes qui ont ensuite eu lieu dans le champ du sida, que l'on connaît bien, et puis aussi de l'hémophilie, de la myopathie et de la mucoviscidose. Les deuxièmes sources dont on doit parler, au-delà du culturel, c'est le juridique. Il n'y a pas de définition juridique du patient expert. Néanmoins, ce qui existe, ce sont des textes qui vont annoncer cette nouvelle personne, ce nouveau personnage. Le premier qu'a cité d'ailleurs Marion, c'est la loi Kouchner du 4 mars 2002, relative donc aux droits des malades et qui fait émerger le patient comme acteur de sa santé. Il est activement, ce patient, impliqué dans la consultation et l'on va vers ces grands principes du consentement éclairé et de l'accès à une information claire et complète que délivre la loi. Le second texte qui est très important du point de vue, en tout cas, de l'éducation thérapeutique, c'est la loi du 21 juillet 2009, hôpital, patient, santé et territoire, qui va définir le cadre de l'éducation thérapeutique du patient et le rôle potentiel des patients experts dans ce cadre. La loi suivante, c'est la loi de janvier 2016, qui sera une nouvelle étape de la démocratie en français, avec un ministre qui va déclarer, et ça c'est un exergue de la loi, que la qualité d'un système de santé se mesure à la place qu'il accorde aux patients. Au-delà de ces textes législatifs, il y a des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui va intégrer, ça c'est très intéressant, le critère engagement des usagers dans le système de santé pour certifier les établissements hospitaliers.
Et puis, on va avoir des patients experts qui seront appelés et participeront activement à des groupes de travail qui vont permettre de bâtir de grands plans d'action, comme le plan obésité, le plan maladie rare, le plan cancer. Et enfin, on a également, il y en a d'autres textes que je ne citerai pas, mais il y a un texte qui me paraît important, c'est quand même le guide de la Direction générale de la santé sur le recrutement des patients experts et qui met l'accent sur la nécessaire formation, la charte de confidentialité, etc. et qui date de 2014. Il me semble que pour définir le patient expert, on peut s'appuyer sur la définition qu'en donne Catherine Tourette-Turgis, qui est la fondatrice de l'Université des patients à Paris, enseignante-chercheuse, qui a beaucoup théorisé sur le patient expert, qui a rappelé combien la vie d'un patient est occasion d'apprentissage, et qui définit le patient expert comme un patient qui a acquis une expertise, c'est d'elle que vient aussi le mot expertise, ayant donné lieu à une validation, une qualification, à une reconnaissance, l'autorisant à exercer des fonctions, réaliser des missions, délivrer des enseignements et assurer divers rôles dans et hors du système de santé. Donc, une expertise, une validation, une formation, donc, et puis différentes fonctions dans et hors chemin de système de santé. Quelques mots pour vous présenter le patient expert, qui peut le devenir, ses caractéristiques, ses champs d'expertise, ses interventions dans le TP notamment, et puis les points faibles. Bon, voilà, je suis expert de la santé, je suis expert de moi et de ma vie. Qui est un patient expert? Le patient expert, c'est un patient qui a une maladie chronique, qui évolue donc avec cette maladie, qui a une bonne connaissance de sa maladie au fil du temps, qui est sensible à la cause des patients, qui a envie de s'investir auprès de eux, qui a pris le temps de réfléchir, d'analyser sa propre vie avec la maladie, qui s'est formé pour parachever cette réflexion, et puis aussi pour acquérir les connaissances nécessaires dans le champ des thérapeutiques, de la recherche médicale, et puis du cadre social et juridique dans lequel nous évoluons. Il est à distinguer de ce qu'on appelle le proche ou l'aidant, qui est l'accompagnant, le quotidien du malade. Ce qui le caractérise, c'est d'abord une formation. Il y a deux types de formations. Il y a les formations universitaires et puis les formations avec des patients. Les formations universitaires sont généralement destinées à toute pathologie, alors que les associations délivrent, dispensent une formation qui va s'adresser à la pathologie qu'elles suivent. Qui a une bonne connaissance de sa maladie, voilà, qui vit avec la maladie depuis des années. On ne devient pas patient expert lorsque la maladie, lorsque vous êtes diagnostiqué, n'est-ce pas? Parce qu'il faut, là, vous êtes dans l'émotion, une émotion qui vous submerge et qui ne vous permet pas de réfléchir et d'apporter une aide aux autres. Il faut avoir une bonne connaissance de sa vie avec la maladie, il faut avoir suivi des étapes, avoir fait un chemin et être passé peut-être des renoncements à l'acquisition de nouveaux droits, de nouvelles connaissances, qui veut en témoigner, mais avec recul, parce qu'il sait que sa vie avec la maladie n'est pas un modèle, n'est pas un exemple, voilà. Et qui est motivé, qui a envie d'aider les autres, qui a formalisé tous ces savoirs qu'il a acquis au cours de la maladie, des savoirs acquis sur sa vie à proprement parler, sur son expérience de la vie, qui a fait un travail sur lui, mais aussi donc qui a acquis ses connaissances dont nous venons de parler autour de l'environnement, qui est celui du juridique, de la santé, et qui n'impose à aucun moment ses opinions personnelles. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Le patient expert va s'engager à délivrer des connaissances qui font partie des recommandations officielles. Et puis, qui est à l'aise dans la relation de partenariat avec les soignants, qui les connaît. Quelles sont ses compétences, ses champs d'expertise? Il y en a beaucoup. Il y a d'abord le biomédical. Par exemple, je vais vous citer, moi, la douleur, la fatigue. Vous allez intervenir à ce moment-là avec un professionnel de santé, avec un médecin qui va décrire, prenons l'exemple de la fatigue, qui va décrire comment, dans une maladie chronique, la fatigue s'exprime, quelles sont donner des informations organiques. Et le patient va pouvoir dire, lui, comment on gère, quelles sont les astuces avec lesquelles on va pouvoir gérer au mieux cette vie avec la maladie. On peut développer d'autres compétences personnelles, hein,
dans le champ un peu autour de la santé ou à l'extérieur. Il va aussi intervenir en formation initiale ou continue des professionnels de santé, ça Véronique vous en parlera. Il va assurer l'accompagnement de ses pairs, il est proche de ses pairs, le patient expert, hein. C'est un patient comme les autres, il en est proche. Il va organiser des actions, notamment des cafés, pour les rencontrer, pour échanger, pour discuter. Il va aussi faire partie des groupes de parole, les organiser avec un thérapeute, un psychothérapeute. Et puis, il va représenter les patients dans les instances sanitaires, donc à titre consultatif, dans les médias, dans les associations. Et il va également assurer les plaidoyers pour faire avancer les droits. Et là, avec l'anniversaire de la loi de février 2005 sur les droits des patients, sur l'accessibilité et l'égalité des droits entre les patients, entre les malades et les autres, nous allons avoir beaucoup de travail à faire. En tout cas, ceux qui se spécialisent, les patients experts qui se spécialisent dans les plaidoyers, au même titre que les autres patients, vont avoir du travail, si je puis dire. Quels sont les apports, les réticences dans cette collaboration? Alors, je trouve que cette illustration est assez intéressante parce qu'elle permet, en termes de langage, quelque chose qui est important quand même lorsqu'on est touché par une maladie chronique complexe, souvent, de mesurer l'écart qu'il y a entre le langage médical et puis celui qu'on comprend et qu'on va être peut-être tenté d'aller chercher ailleurs, notamment sur Internet. Ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Ce sondage était intéressant. Il répond à la question, pour vous, quel rôle pourrait avoir un patient expert dans votre équipe, dans votre structure? Voilà les déclinaisons qui ont été proposées. Une intervention ponctuelle lors d'une journée, d'un colloque sous forme de témoignage, témoigner de sa vie avec la maladie, avec le recul que l'on a quand même lorsqu'on est ce patient expert. Écoutez, oui, il y a beaucoup de répondants ont répondu qu'effectivement, c'était une fonction qu'ils comprenaient très bien. Ensuite, l'implication dans l'animation des ateliers de divulgation thérapeutique, oui, c'est aussi quelque chose que les répondants comprennent. Dans la co-construction, le nombre est un peu plus faible. Et ça, c'est un peu surprenant lorsqu'on est dans cette co-construction d'ateliers de TP, que l'on est soi-même patient, on en reparlera. Le décalage qui est entre l'implication dans la co-construction et dans l'animation. Nous en reparlerons. L'implication dans la formation. Véronique, elle va utilement présenter la fonction du patient expert dans ce cadre. Dans les projets de recherche, ils sont aussi, notamment dans la recherche participative. La relecture de documents ou de guides à destination des patients, c'est entendu et avec raison, nous participons à la rédaction et à la relecture de nombreuses brochures et guides. Implication en tant que patient ressource pour d'autres patients, c'est-à-dire les fonctions de pérénance. Oui, c'est ce qui emporte l'adhésion, on le comprend également. Pour en revenir maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'ETP, puis de l'éducation thérapeutique du patient. De quoi s'agit-il? Alors, c'est une notion qui est apparue la première fois, portée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il s'agissait pour elle de permettre d'acquérir ou de maintenir des compétences, dont un moyen pour acquérir ou maintenir des compétences dont les patients ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. C'est une définition qui reste tout à fait actuelle et que nous continuons à revendiquer. En France, la Haute Autorité de Santé l'a retenu, a considéré qu'il s'agissait effectivement de quelque chose de positif et l'a retenu comme s'agissant d'un objectif général de la prise en charge thérapeutique. La loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire de 2009 a reconnu que cette éducation était un droit. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la loi, dans le Code de la santé publique, a considéré que c'était un moyen de rendre le patient plus autonome pour deux raisons. En facilitant son adhésion au traitement, on est dans le champ du médical, n'est-ce pas? Et en améliorant sa qualité de vie. Et là, on est sur une approche globale de la personne. Et ça, du point de vue de la vie avec la maladie chronique, c'est extrêmement intéressant. Donc, l'éducation thérapeutique, moi, le mot éducation ne me gêne pas parce que je l'entends comme
à travers son étymologie. Educar, c'est s'élever. Et pour moi, c'est vraiment une façon de s'élever, de gagner du temps et d'économiser bien des souffrances et des douleurs et des gênes. Donc, c'est une innovation dans le soin, effectivement. Nous sommes tous des éducateurs, on en reparlera, et c'est un nouveau droit pour les patients. Patient expert, patient intervenant, voilà ce petit schéma qui met le TP, l'éducation thérapeutique, au centre, avec des médecins, des infirmiers, des paramédicaux qui sont partie intégrante de l'éducation thérapeutique, que ce soit des psychothérapeutes, excusez-moi, des psychoneurologues ou des psychologues, même si ce n'est pas un paramédical, tant pis, des infirmiers, des kinés, des psychomotriciens, etc. Et puis le patient. Et tout converge pour cette implication dans ce processus. Le rôle du patient expert, nous y revenons. Alors, je pense que dans la co-construction, et nous pensons que dans la co-construction du programme ou de l'atelier, le patient expert a une fonction très importante. Vous voyez, elle est reconnue dès lors qu'on s'attache à développer des programmes d'éducation thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'on connaît quand même les besoins des patients. Nous sommes des patients. Nous connaissons nos besoins et ceux des autres à travers notre propre vécu, notre propre histoire de la maladie. Et grâce aux liens, on n'est pas isolé. On a des liens avec la communauté. Et nous, on va proposer et construire des projets avec l'équipe d'éducation thérapeutique. Par exemple, là, on a un patient expert qui, dans ma pathologie, est en train de proposer, a commencé à proposer et poursuit des propositions d'ateliers sur le thème de la communication. Communiquer avec son entourage, avec ses enfants, avec son entourage, avec sa famille, avec son entreprise. Ça vient du patient expert. On peut aussi parler des droits. Comment vivre au mieux avec cette pathologie. Et tout ça, bien entendu, ces propositions de projets de construction seront validées par l'équipe. Le deuxième point, c'est l'animation. L'animation durant l'atelier. Elle contribue quand même, le fait d'avoir des patients experts dans les ateliers, dans le programme, ça permet, il me semble de façon sûre, aujourd'hui je peux le dire parce que j'interviens depuis de nombreuses années, c'est de mettre en confiance, vous voyez, les patients. On se connaît, on partage la même chose. On va dédramatiser les situations, rien n'est transposable. Ce que j'ai vécu moi n'est pas transposable à d'autres. Et on peut lui dire alors que quand même, je suis passé par là. Je sais qu'il existe des solutions, toujours avec beaucoup d'humilité, mais en étant à l'écoute. Et puis, on va aussi intervenir dans l'évaluation des programmes. Puisqu'on a des liens forts avec notre communauté de patients, on va les écouter, on va les entendre, on va savoir si ce programme correspond à leurs besoins, à leurs attentes, et on va recueillir leurs ressentis. Hors atelier, ça sera simple pour vous, voyez. Et puis, ça, c'est très important, parce que c'est une forme de supervision qui, à mes yeux, est très importante, c'est la participation aux ateliers d'analyse des pratiques. Et c'est le seul domaine où, en notre qualité de patient, partenaire, patient, expert, on peut participer à des ateliers d'analyse des pratiques et s'améliorer. Il y a en fait deux types de patients qui interviennent dans le DP. Vous avez le patient témoin. Tous les patients qui interviennent, tous les patients peuvent être témoins dans le DP. Tout le monde s'exprime. Au-delà des éducateurs, tout le monde est témoin. Il n'y a pas de formation, mais lui, il participe, il bénéficie donc à sa qualité de bénéficiaire des programmes de TP et il va témoigner. Et son témoignage, ce sera une ressource pour tous les animateurs et pour tous les patients. Et puis, il y a cet animateur dont on parle depuis le début, qui, lui, à l'instar des autres animateurs-éducateurs, à l'instar des autres éducateurs, a bénéficié d'une formation, soit cette formation donc, de 40 heures, soit une formation, d'autres formations par les associations ou par la fac. Voilà, il est membre à part entière de l'équipe éducative, donc il va construire, il va co-animer et il va être le relais des messages thérapeutiques tout au long du programme et des activités. La posture du patient expert, elle est fondamentale. On réfléchit beaucoup là-dessus, on apprend à développer cette posture. Elle doit être faite d'empathie. L'histoire de chacun fait écho à son propre vécu, à nos propres failles, à nos propres souffrances, à ce chemin qui n'est pas un long fleuve tranquille, qui est compliqué.
Le non-jugement, bien entendu, et la bienveillance sont des traits essentiels. On sait que la vie avec la maladie, c'est pas tous les jours facile. Il faut faire des efforts. Et ces efforts, on les entend, on les comprend, on va les soutenir. Et puis chacun avance à son rythme. À l'égard des soignants, on respecte ces champs de compétences. On sait, le soignant, il est là pour prescrire, voyez, pour faire, il a une compétence qui est propre. Et puis nous, on en a une autre. Chacun respecte son champ de compétences, prescrire, soigner. Et puis, on se fait les échos des recommandations médicales qui sont fondamentales pour nous. Observer, une bonne observance du traitement, une hygiène de vie, c'est par là qu'on va quand même sûrement aller mieux. On en est persuadé. Donc, on partage tout ça. Et puis, on est conscient des difficultés que rencontrent les soignants. On ne peut pas cacher que le patient expert, patient partenaire, etc., rencontre des difficultés. Il y a des points faibles. C'est l'absence de cadre juridique aujourd'hui et de structuration de la fonction à travers, ça s'exprime à travers la multiplicité de formations qui sont toutes extrêmement intéressantes, mais qui ne sont pas unifiées. Vous voyez, avec une reconnaissance insuffisante, tant sur le plan moral que financier. Il n'y a pas d'obligation de rémunérer un patient expert lorsqu'il intervient. Et puis, bon, tout le monde ne l'admet pas. L'absence de professionnalisation qui peut être un obstacle pour les personnes jeunes qui tombent malades jeunes et qui voudraient s'engager, s'impliquer plus avant, mais que faire lorsque ce diplôme n'est pas vraiment valorisé, les formations non homogènes. Et puis ce terme d'expert, vous voyez, est une source de confusion. Qu'est-ce que ça veut dire expert? Pour beaucoup de gens, c'est compliqué, c'est drôle, c'est amusant, ça fait même parfois ricaner certains. En fait, il y a une terminologie plurielle pour désigner ce patient qui s'implique auprès d'autres. Patient ressources auprès d'autres patients, patient partenaire auprès des professionnels de santé, patient enseignant auprès des organismes de formation, plusieurs dénominations, patient formateur, patient sentinelle, etc. Plusieurs dénominations qui renvoient non pas à un type de patient en particulier, mais à une typologie d'activité. Une autre difficulté que certains observent, hein, c'est se faire accepter par des équipes médicales qui ignorent cette nouvelle figure. Il y a la santé. On a une maladie chronique et la santé peut faire défaut à certains moments. Et puis le temps, on n'a pas le temps, on est parfois très sollicité et il nous faut faire des tris, et il nous faut faire des sélections dans les interventions pour lesquelles on est sollicité. Il y a d'une manière générale l'absence de supervision. Alors, je ne sais pas si tous les professionnels de santé bénéficient d'une supervision dans le champ de leur profession, vous voyez, mais quand elle n'existe pas, je pense que ça fait défaut. Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons tous une compétence dans un champ limité. On va s'engager dans des domaines où on a des appétences, où on a de vraies connaissances. Voilà. Moi, je ne vais pas m'engager dans le champ de la santé. Je ne connais rien à la santé. Je connais ma maladie, je connais mes pathologies, je connais mes traitements, mais je n'ai pas une compétence pour m'engager dans ce champ-là. J'en ai d'autres. Donc, le patient expert, qui est-il? Ben, c'est un patient qui va apporter sa pierre, dans un état d'esprit toujours de complémentarité au travail de l'équipe de soins. Nous, on explique la maladie, et pas nous, mais les professionnels de santé, et les autres disent comment on vit avec cette maladie, dans un domaine ou dans un autre. Et puis, ce qui est important, c'est qu'on comprend le pouvoir de l'esprit. On a échappé à ces émotions qui nous oppressent, qui nous emprisonnent, qui nous emboucanent, et pour aller vers la bienveillance, la confiance en soi, la conscience que la maladie, elle apporte aussi beaucoup de choses. C'est une occasion d'apprentissage très importante. C'est une magnifique expérience pour nous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Marie. Et je vais passer la main du coup à Véronique. Tu me dis si tu arrives à te connecter. Il y a des questions déjà qui commencent à apparaître dans le chat. On les traitera à l'issue des présentations de chacun, mais je commence à les noter. Et Véronique, on voit ton diaporama. Il faut juste le mettre en plein écran et c'est parfait sinon. Parfait. Bonjour à tous. Donc là, on a vu une belle présentation par Marie du patient expert en général. Moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est du patient expert formateur pour les professionnels de santé. Alors, je fais une petite introduction juste pour dire comment on en est arrivé à la posture du patient formateur.
Donc, tout d'abord, avec la loi Kouchner du 4 mars 2002, on peut dire qu'une révolution est née, celle de la démocratie sanitaire. En effet, on est passé du patient passif à un patient acteur de sa santé. Les patients ont commencé à introduire les comités d'usagers et à faire entendre un peu leur voix. En 2009, avec la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire, les bases de l'éducation thérapeutique ont été posées, contribuant ainsi à l'essor des patients experts. Donc, c'est à ce moment-là que sont nées les universités de patients. Donc, la première en 2010 à la Sorbonne et à Marseille en 2014 est apparue l'université des patients qui prépare à deux diplômes. Le certificat universitaire des patients experts en éducation thérapeutique sont inclus dedans les 40 heures où on peut donc dispenser de l'ETP après. Également le DU, le diplôme universitaire de patients experts en maladies chroniques. Le plan Ma Santé 2022 va lui introduire des recommandations officielles pour faire participer les patients dans la formation médicale, d'où la naissance de la posture du patient formateur. Certains établissements ont commencé à mettre en place des actions afin de proposer à leurs étudiants des cours élaborés par des patients, en collaboration toujours avec un soignant. Donc, les différents rôles du patient expert dans les formations médicales. Donc, je dirais tout d'abord que le patient expert formateur va utiliser son expérience afin de sensibiliser les professionnels de santé. Cela va favoriser l'écoute et surtout favoriser les soins centrés sur le patient. Donc, tout cela va se faire en partageant son vécu, donc pour une sensibilisation, être formé à l'écoute, les étudiants surtout, et la communication donc sur le patient. Ça va apporter une perspective unique et nouvelle dans les formations initiales et continues. Donc, ces enseignements permettent un renouvellement du modèle de la relation entre médecin et patient sur un mode beaucoup plus de partenariat. En effet, il s'agit de deux expertises différentes. Donc, les soignants, les professionnels de santé ont l'expertise de la pathologie, des traitements, enfin de tout ce qui concerne la pathologie, tandis que nous, les patients, on va apporter une expertise nouvelle, celle de la vie avec la maladie, de tout ce qu'on a pu mettre en place pour mieux vivre avec cette pathologie. Donc, les compétences du patient expert formateur, donc tout d'abord, je dirais que c'est un savoir-être, donc capacité à partager son vécu de manière pédagogique. Donc, pour cela, comme l'a dit Marie, pour être patient expert avant tout, il faut avoir pris un grand recul sur sa pathologie, avoir pu même trouver des points positifs que la maladie a pu entraîner chez nous. Tout cela donc va se ressentir et si on veut aider d'autres patients ou même sensibiliser les futurs soignants aux patients, il faut que nous soyons capables d'avoir pris ce recul nécessaire. Donc, un savoir-faire, donc en faisant de la formation, donc on va apprendre à animer des ateliers. Moi, je sais que chaque intervention que je fais, après, je fais passer un petit questionnaire de satisfaction pour savoir ce qu'il y a plus, ce qu'il faut améliorer. Et donc, on s'améliore aussi de par les retours constructifs faits par les étudiants. Donc, un savoir communiquer, donc ça va nous permettre de développer également une aisance pour acquérir une communication claire et adaptée parce que chaque public est différent. Donc, les missions du patient formateur, donc c'est un partage de son vécu et de son expertise pratique. C'est également une sensibilisation à l'empathie. Moi, je suis secrétaire depuis bientôt 20 ans à l'hôpital Nord de Marseille. Et c'est vrai que ce qui m'a vraiment décidé à devenir déjà patient expert et après à m'engager dans la formation, c'est la façon dont on peut parler du patient. Moi, je sais que bien souvent, ce qui m'a toujours un peu choqué et qui me choque encore parfois, c'est qu'on ne parle pas d'un patient, on va parler d'un numéro de chambre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire passer dans chaque formation que je fais, c'est qu'un patient ne se résume pas qu'à sa pathologie, il a une vie autour. Et quand on arrive à rentrer en contact de cette façon-là avec un patient, le soin ne peut être qu'amélioré. Donc, il s'agit toujours d'une co-animation, donc pour faire des ateliers, pour permettre la meilleure compréhension des pathologies. Donc, ce sont des cours qui sont construits donc avec des compétences pédagogiques et relationnelles qui sont mises en avant. Et c'est toujours un travail en collaboration avec des professionnels de santé. Je n'interviens jamais seule, je suis toujours en relation soit avec un soignant, soit avec un formateur, mais ce sont des cours qui sont co-construits. Alors, les apports pour les professionnels de santé, ben, je dirais déjà une sensibilisation avec une meilleure compréhension du vécu des patients le développement, donc ça va permettre d'améliorer ses compétences en communication. Donc les futures infirmières, toutes les spécialités en étant en contact avec des patients pendant leur formation, vont améliorer leurs compétences en communication.
Donc, les impacts, cela va rendre les soins beaucoup plus humains et la relation soignant-soigné sera renforcée au fur et à mesure des cursus médicaux et paramédicaux. Donc, je reparle toujours de l'approche centrée. Donc, le patient ne va plus se résumer qu'à sa seule pathologie. Il va être traité dans sa globalité. Donc, maintenant, je fais un petit focus sur les quelques exemples de mes actions que je fais depuis déjà 6 ans. Donc, j'interviens dans la formation initiale, que ce soit dans les écoles telles que les IFSI pour les infirmières, les manipulateurs radio, les orthophonistes, podologues, master de santé publique. Ce sont toujours des témoignages. Donc, par exemple, si je devais citer un cours, je parlerai des manipulateurs radio. Donc, nous sommes 4-5 patientes à intervenir dans cette formation. Et on intervient pour les premières années. Donc, ils ont commencé leur cursus en septembre et nous, généralement, notre cours se fait en avril. Et c'est vrai qu'on commence toujours notre cours en demandant aux étudiants à peu près s'ils ont une idée du nombre d'examens qu'un patient qui rentre dans une maladie chronique peut faire. Donc, examen radiologique en tout genre, que ce soit radio, IRM, scanner, scintigraphie, tous les examens qu'on peut faire, échographie, en fait, tout ça. Et c'est vrai que quand on leur donne le chiffre, moi, par exemple, je peux donner exactement le nombre d'examens que j'ai fait depuis 2008 que je suis entrée dans la pathologie. Grâce à, comme je l'ai dit, je travaille à la PHM, donc sur Centricity, je sais exactement le nombre d'examens que j'ai pu suivre depuis ces bientôt 18 ans. Et c'est vrai que quand on leur donne le chiffre, ben, ils sont interpellés et ils vont comprendre qu'ils ont un rôle important à tenir dans la prise en charge des maladies chroniques, parce qu'ils voient qu'ils vont intervenir à plusieurs moments et à différents niveaux de la maladie. J'interviens également auprès des étudiants ergothérapeutes. Donc là, j'ai le statut de patient enseignant. Donc cette année, j'ai fait un cours en plus donc pour les premières années. C'est un entretien qui est mené par les étudiants sur ma façon de vivre au quotidien avec des mises en situation. Et c'est vrai que ce cours va vraiment les interpeller parce que j'interviens, ils commencent en septembre leur formation d'ergothérapeute et moi, j'interviens vraiment fin septembre. Donc ils sont mis en relation avec un patient dès le début de leur cursus. Et ça va leur permettre vraiment de prendre conscience de tout ce qu'ils vont pouvoir apporter à un patient. Pour les troisièmes années, je travaille avec une formatrice et on a mis un cours sur la collaboration qu'un patient expert et un ergothérapeute peuvent avoir pour créer un atelier d'éducation thérapeutique. Donc, c'est un cours qui plaît beaucoup. J'interviens également auprès des étudiants pharmaciens, donc à différents niveaux de leur cursus, que ce soit avec les internes pour un entretien clinique qu'ils font avec un patient, mais également pour les troisième, quatrième et même cinquième années en 2025 sur un module douleur. Donc là, c'est un cours que j'ai co-construit avec une autre patiente experte et leur docteur, le docteur H. Donc c'est un cours où on a monté une vidéo. Enfin, c'est vraiment un cours qui se suit au fil des années. Donc, c'est un cours qu'on a co-construit de la conception jusqu'à l'évaluation des étudiants. Et il y a maintenant un nouveau domaine où les patients participent à des scénarios réalistes. Il s'agit de la simulation relationnelle. Donc, par exemple, j'interviens auprès des internes en onco-hématologie sur des sujets tels que l'annonce, la progression de la maladie, la mise en place d'essais thérapeutiques. Et c'est vrai que les internes n'ont pas encore commencé à consulter parce qu'il faut qu'ils soient thésés pour cela. Et pendant leur internat, quand ils sont mis en relation avec des patients justement sur des petits scénarios comme des annonces qui se passent bien ou moins bien, c'est vrai que ça leur permet déjà d'acquérir une certaine posture et de voir les pièges qu'il faut éviter face à un patient. Et j'interviens également auprès des internes, des médecins internistes dans le cadre du projet Simulup, donc sur le lupus. Donc, ça permet à des médecins qui sont déjà en activité depuis quelques années de se re-questionner sur leur pratique. Donc, c'est des interventions qui plaisent beaucoup et surtout qui motivent vraiment même les médecins qui sont déjà en activité à se re-questionner sur leur façon de faire. Donc tout ça, ben, c'est un grand défi, mais il y a également des limites à tout ça. Donc le défi, c'est une reconnaissance institutionnelle. Par exemple, j'interviens dans certains IFSI, dans d'autres IFSI, il n'y a aucun patient qui intervient. Donc c'est vrai qu'il y a deux poids, deux mesures selon les enseignements. Il faut également savoir se raconter sans se mettre en difficulté. Par exemple, quand on fait la simulation relationnelle, on fait des scénarios tels que l'annonce, ça peut nous rappeler, nous, notre propre annonce, notre propre vécu. Et c'est pas toujours évident d'avoir ce recul nécessaire pour pouvoir le faire. Les limites, donc il y a besoin de programmes plus structurés avec une légitimité du patient expert dans les enseignements. Donc c'est en cours, mais bon, c'est pas encore partout pareil.
Également, ne pas se laisser dépasser par les sollicitations. Moi, je travaille à 100% en tant que secrétaire donc à l'hôpital Nord. C'est vrai que quand je dois intervenir en formation, je pose soit des CA, des RTT, ou je demande un ordre de mission. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier aussi que nous sommes malades et que des fois, ben, quand on répond à beaucoup de sollicitations, ça peut également jouer sur notre état de santé. Donc, l'importance d'un cadre clair est nécessaire pour différencier les rôles de chacun. Donc, en conclusion, pour moi, je dirais qu'il est évident que l'introduction des patients experts dans les facultés de médecine en tant que formateurs ou dans les instituts paramédicaux ne peut être qu'un apport bénéfique pour les étudiants. Donc, le fait d'avoir des enseignements en binôme médecin-patient va permettre d'intégrer de façon beaucoup plus concrète la perspective patient. Donc, le patient expert formateur est pour moi un acteur essentiel pour humaniser et améliorer les pratiques de soins. Intégrer ces patients dans les programmes de formation va favoriser une transformation durable des relations soignants-soignés. Donc, ce type d'apprentissage est novateur et pour ce faire, il doit prouver son utilité. Moi, par exemple, pour le DU de patients experts en maladies chroniques, le sujet de mon mémoire, c'était justement sur la plus-value de ces enseignements faits par des patients. Et c'est vrai que j'ai déjà vu qu'il y a déjà pas mal de thèses sur ce sujet, pas mal d'études, et c'est vrai qu'à chaque fois, les résultats montrent quand même que c'est vraiment une plus-value. Et, euh, et ça paraît indispensable. Par exemple, quand je suis intervenue une fois à la faculté de pharmacie, donc il n'y a pas longtemps, c'était pour les troisième années, et c'est vrai qu'il y avait une étudiante qui était vraiment très, très intéressée, qui posait énormément de questions. Et à la fin du cours, elle est venue me voir pour me remercier, pour me dire que ça faisait 3 ans qu'elle faisait pharmacie et qu'elle se demandait vraiment ce qu'elle faisait là parce que ça ne lui plaisait absolument pas. Et que là, le fait d'avoir eu ce cours, bah, que ça l'a remotivée et qu'elle a vu vraiment l'intérêt de sa future profession et que les patients étaient vraiment intégrés dans ce qu'elle allait faire après, ce que les 3 premières années de médecine, enfin de pharmacie, ne lui avaient pas encore permis d'entrevoir. Donc, juste pour finir, je dirais que grâce à ce changement dans la culture de la formation médicale, où le patient est pris en compte dans sa globalité, le patient formateur, pour moi, devient progressivement un nouvel acteur du soin et je pense qu'on ne peut plus considérer les études de médecine sans cette intervention-là. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je te remercie beaucoup, Véronique. Est-ce que tu peux juste retirer le partage? Et puis, je vais terminer par juste 3 diapos en conclusion pour nous laisser vraiment le temps pour échanger après et puis répondre à vos questions. Et d'ailleurs, certaines personnes ont déjà commencé à nous remonter leurs questions. Excusez-moi, je bascule vite fait. Remonter les questions dans la fenêtre. Voilà. Donc moi, je voulais juste, en conclusion, reciter quelques freins et leviers, alors là, qui ont été remontés, en fait, d'un rapport suite à une campagne, en fait, qui a été faite interrégionale en 2021, et la région PACA faisait partie des régions qui avaient été questionnées, sur le recensement des démarches de participation des usagers. Il y a différents établissements, notamment des établissements de l'APHM qui ont été questionnés. Et donc, ils ont questionné différents professionnels de santé. Parmi les freins qui ont été soulevés par ces professionnels de santé, on peut les classer en 3 catégories. Des freins déjà structurels qui ont été relevés. Alors, ce qui ressort le plus, en fait, c'est du manque de temps des professionnels pour mettre en place vraiment ces partenariats, mais aussi des manques de moyens, qu'ils soient financiers, matériels ou logistiques, cités dans 30% des cas, et aussi des manques de soutien, voire même des oppositions, que ce soit de la hiérarchie ou des collègues. Une autre classe de freins sont des freins qui sont liés cette fois-ci aux usagers, aux patients qui pourraient être mobilisés. Et là, ça a déjà été cité par Marie et Véronique, mais dans certains cas, des manques de disponibilité ou incapacité physique ou cognitive des patients pour intervenir. Aussi parfois des manques d'intérêt, mais aussi des manques de compétences de ces patients. Et enfin, dernière catégorie de freins qui peut interpeller, un quart des répondants à cette étude, en fait, ont dit qu'ils ne voyaient pas forcément l'intérêt de ces démarches. D'où l'intérêt de communiquer sur la plus-value et l'intérêt de mobiliser des patients experts. Et aussi un autre frein, pour 17% des répondants, certains ont déjà eu des expériences de collaboration, de partenariat avec des patients, mais qui ont conduit à des échecs et qui les freinent en fait pour des futures démarches.
Toujours dans cette étude, donc je vous ai cité la source, le rapport est accessible en ligne. Parmi les leviers qui ont été identifiés, alors on peut retrouver dans les freins certains patients qui manquent de compétences, qui ne sont pas disponibles, mais ça peut être aussi des leviers quand on a des patients à la fois motivés, disponibles et prêts à intervenir et à mettre en place des actions de partenariat avec les professionnels de santé. Un autre levier, l'existence antérieure en fait de collaboration, de participation de patients partenaires, des contacts déjà développés, la connaissance de certains patients qui ont déjà été mobilisés et qui facilitent l'implication de ces mêmes patients ou d'autres patients. Et aussi les soutiens, que ce soit de la direction ou des équipes, avec soit la mise en place concrètement d'espaces de travail ou de lieux en fait, où ces rencontres peuvent être réalisées, ou l'organisation de journées, de rencontres promues par la gouvernance. Comme autre levier, l'organisation de formations communes aux usagers et aux professionnels de santé. Donc, ça se fait dans le cadre de l'éducation thérapeutique du patient. On n'a pas encore parlé de la recherche, mais par exemple, le Cancéropole Rhône-Alpes a mis en place des formations pour des binômes chercheurs et patients, en fait, pour impulser un partenariat dans le cadre de la recherche. Et enfin, comme autre levier, la motivation collective des équipes qui a été citée comme levier possible par les professionnels questionnés. Et donc, ce qui ressort en fait de ce rapport, c'est vraiment l'importance de construire cette culture commune du partenariat et cette envie de travailler ensemble. Et juste un dernier élément, en fait, je cite très rapidement, mais là c'est plus pour lancer les échanges, une synthèse en fait qui a été publiée par la Haute Autorité de Santé en juillet 2020, dont je vous cite la référence, et qui aborde, dont le titre est « Soutenir et encourager l'engagement des usagers dans le secteur social, médico-social et sanitaire ». Et parmi les choses très intéressantes qui ressortent de cette synthèse, c'est vraiment d'identifier et d'être conscient que dès le démarrage du projet, dans lequel on va impliquer à la fois des professionnels de santé et des personnes directement concernées, c'est essentiel en fait d'identifier les valeurs, les principes éthiques qui rassemblent ces différents acteurs, vraiment d'en explorer bien en détail tous ensemble le sens pour que chacun en fait puisse s'impliquer correctement en fait dans le cadre de ces projets. On l'a déjà aussi abordé dès le début, c'est tout à fait tout au long de ce webinaire. C'est aussi important de reconnaître les compétences, les savoirs de chacun, savoir expérientiel, donc le savoir du vivre avec la maladie pour les patients, et les savoirs académiques et médicaux des professionnels de santé. Et enfin, dernier élément qui était soulevé dans le cadre de cette synthèse, pour soutenir l'engagement des professionnels, des personnes qui sont concernées, c'était recommandé en fait de s'appuyer sur plusieurs principes et notamment ce qui était considéré comme important par la HAS, c'était d'envisager l'engagement des professionnels de santé et des personnes concernées comme un partenariat et non pas en fait mobiliser les patients comme une participation alibi parce que c'est bien de le faire ou parce qu'il faut le faire et que du coup ça nécessite dès le début d'instaurer une relation qui est fondée sur la confiance mutuelle, la transparence, le respect, le non-jugement et de vraiment bien définir et clarifier dès le début la répartition des responsabilités et des pouvoirs. Et ça pourra être rediscuté en détail. Et ce qui nécessite en fait parfois une montée en compétences ou d'accompagner ces personnes pour qu'elles s'engagent avec un soutien qui est proposé, à la fois lui donner la possibilité d'avoir accès à des informations, des formations, un soutien concret, émotionnel, financier, et ça a déjà été discuté. Et enfin, un dernier élément qui a été abordé dans cette synthèse, c'est aussi important de s'assurer que la contribution de chacun est en mesure d'influencer la décision et surtout de rendre compte tout au long du projet à quoi sert cette implication et qu'est-ce qu'elle va permettre de faire et qu'est-ce que ça va pouvoir changer. Je vous remercie beaucoup.